Bonjour, ceci est le commentaire du réalisateur de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y maintenant et revenez plus tard. Et oui, il faut faire les choses dans l'ordre ici, messieurs, dames. Toxic, c'est à la fois le projet le plus perché que j'ai jamais fait et aussi le plus douloureux à produire. Donc voilà, je me suis dit qu'un petit retour d'expérience ajouté à quelques explications ne serait pas de trop. On va donc revenir sur l'intention personnelle de ce projet. Je vous parlerai ensuite de mon processus de création plus en détail et finalement je vous dirai pourquoi, si vous faites de la vidéo et que vous rêvez de faire du cinéma comme moi, ce genre d'exercice est super stimulant. On y va ? Si vous avez pris le temps de regarder Toxic, bah déjà, merci, c'est cool. Vous avez dû vous demander pourquoi. Pardon, Kezako. C'est vrai que la lecture de cette fiction, elle est pas limpide, et pour cause, je voulais pas vraiment que ça le soit. Mais il y a quand même deux trucs accessibles sur le fond. C'est d'abord l'histoire d'une jeune femme qui veut mettre fin à ses jours, et sa rencontre avec un homme un peu spécial qui va la dissuader de passer à l'acte, du moins pendant un moment. Puis sur la forme, ce qui commence comme un métrage classique va tourner en une espèce de bouillie numérique de plus en plus bordélique. Une sacrée mayonnaise qui rassemble un peu plus de 100 films de toute l'histoire du cinéma. Je me suis fait très mal. Et assez vite est venue cette idée de relation toxique. Parce que le cinéma, c'est un art fascinant, mais aussi dégoûtant pour tout un tas de raisons. Déjà, les abus et les rapports de domination dégueulasses qui peuvent exister sur les tournages, évidemment, mais aussi toute la crispation que génère le cinéma au sein des cercles critiques, que ce soit sur Internet ou dans la presse. Des milieux où les films sont autant décrits comme des objets divins que des étrons de la pire espèce, et dans lequel chacun se méprise un peu plus que l'autre. Puis enfin, n'oublions jamais que le cinéma reste une industrie qui existe pour faire de l'argent, et parfois de la pire des manières possibles. Mais c'est aussi pour toutes ces raisons que le cinéma est fascinant, parce qu'il catalyse plein d'enjeux sociaux. C'est un espèce de thermomètre de l'état d'une société. C'est pour ça que l'idée de relation toxique, je la trouvais pertinente. Donc je me suis enfoncé là-dedans. J'ai lu quelques vieux papiers qui avaient une approche psychanalytique des films. J'ai trouvé une frise chronologique récapitulant les évolutions techniques et esthétiques du cinéma, et je me suis même retrouvé sur Doctissimo à chercher les étapes d'une relation toxique. Et avec tout ça, paf, Eureka, frère. Avec ma frise d'un côté et les étapes d'une relation toxique de l'autre, j'ai commencé à faire des ponts entre les deux. C'est ici qu'ont émergé les 3 chapitres de notre histoire, Lune de miel, Emprise et Limbe. Et aussi les personnages de notre film. J'ai voulu personnifier le cinéma comme un être mi-homme, mi-fantôme qui trahit perpétuellement la confiance aveugle d'une femme, qui est donc la narratrice de notre histoire. Et vous comprenez que ce choix homme-femme, il n'est pas non plus anodin, parce que, qu'on le veuille ou non, le cinéma, ça reste toujours un milieu d'hommes, dans lequel les femmes ont souvent une place secondaire. Je vous invite d'ailleurs à voir le doc d'Arte sur le male gaze au cinéma, si c'est pas déjà fait. Et donc j'espérais aussi que le récit de notre personnage féminin souligne ce côté-là. Dans le premier chapitre, on entre donc dans une phase de séduction. La narratrice est d'abord charmée par la promesse omnisciente du cinéma, l'idée d'échapper à sa propre réalité et de goûter à toutes les autres. En décrivant ce qui lui arrive, elle fait aussi référence à des tournants marquants de l'histoire du cinéma. Par exemple, lorsqu'elle raconte observer un ciel étoilé, elle fait ici allusion au début du Star System. C'est aussi pour ça qu'on peut apercevoir Charlie Chaplin et Florence Lawrence dans l'image, qui sont considérées comme les premières vedettes du cinéma. Il y a plein de petites références comme ça tout au long du métrage en fait. Juste après, elle questionne la distance avec laquelle elle doit observer ce qui l'entoure. Elle demande à l'homme de se rapprocher, et c'est comme ça qu'on commence à voir des visages en plan plus serré. Pareil, ce passage-là, il dit quelque chose en sous-texte sur le développement de la grammaire du cinéma, des différentes valeurs de plan et de l'impact émotionnel de leur agencement sur nous, spectateurs. Mais voilà, le temps avance, la relation entre nos personnages aussi, et le cinéma n'est plus tant un terrain d'expérimentation insouciant qu'une industrie au code bien rodé, sans aucun scrupule, et qui enfermera notre narratrice dans des archétypes rigides. La croissance de cette machine ira jusqu'à la faire vomir, et à ce moment-là, dans cette espèce de trou noir, se cachent des images
de quelques comédies musicales des années 50, notamment Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe, qui est sûrement la figure féminine la plus fantasmée et dénaturée du cinéma. Selon moi en tout cas. Et alors que notre narratrice est complètement esseulée et fatiguée, quelque chose la ramène progressivement à la vie. Elle parle d'une révolution. En parallèle, on commence à voir des images de la nouvelle vague, un courant qu'on connaît bien qui va remettre à plat la manière dont on fait des films. C'est aussi un mouvement qui inspirera plus tard ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, qui met en avant des figures masculines moins idéalisées et surtout plus fragiles. À cet instant-là, la narratrice croit reprendre le contrôle de son existence. Mais ce ne sera qu'une illusion puisque dans l'ultime chapitre, elle amorce une véritable descente aux enfers. Noyé par un flux d'images psychédéliques, on arrive à l'avènement du numérique, du blockbuster et des logiques commerciales toujours plus absurdes. Le cinéma a muté en un monstre qui dépasse ses propres frontières. C'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre, le cadre de l'image se rétrécit et prend la forme d'un écran de smartphone. J'ai d'ailleurs calé des images de scrolling de réseaux sociaux dans cette bouillasse. On est à l'ère de la saturation, du contenu et finalement de l'overdose. Voilà, je m'arrête ici pour ce commentaire. Je ne vais pas revenir sur tous les détails du métrage, mais peut-être que ça vous donnera quelques clés pour mieux saisir mon attention derrière cette vidéo chelou. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur le parti pris visuel du film. Formellement, on voit bien que Toxic est divisé en deux morceaux. Une introduction captant un bout de réalité, réduite au seul point de vue de la narratrice, et puis ce gros montage composé d'une centaine de films différents. Lorsque on transitionne d'un morceau à l'autre, ça donne l'impression de changer complètement de vidéo. Et pour cause, l'idée de ce montage, c'était de casser l'impression de réalité initiale pour aller dans une autre dimension, mais en observant toujours l'action à travers les yeux de notre personnage féminin. Car à partir du moment où la narratrice entre dans cette autre dimension visuelle, on est aussi projeté dans cette phase presque hallucinatoire. Et c'est cool, parce que c'était pas gagné au départ de justifier ce montage dans la diégèse du récit. Mais alors, comment créer cette impression de rêve éveillé ? Je pouvais pas juste coller des extraits de films les uns après les autres, ça fonctionnerait pas. Il fallait travailler davantage l'esthétique de ce passage. Je voulais que ça ressemble à une espèce de trip hallucinogène, parsemé d'effets de glitch et de distorsion numérique. Alors je me suis dit qu'il fallait envisager la vidéo comme une espèce de peinture qu'on pouvait mélanger, déformer, etc. Et pour arriver à créer ces mélanges, les modes de fusion de Premiere Pro ont été de grands alliés. J'en ai sûrement abusé d'ailleurs. Il y a aussi cet effet d'écran LCD que j'ai accompli grâce à ce tuto sur After, qui donne encore plus l'impression d'être collé à l'écran d'une vieille télé, quoi. Je voulais vous faire mal aux yeux avec ce truc, voilà. Mission réussie, je crois. Le résultat est dégueulasse. Pourquoi faire un truc pareil ? Pourquoi faire un film à partir de tant d'autres ? Si on s'intéresse à la vidéo, au cinéma, en quoi mener ce genre d'exercice peut nous tirer vers le haut ? Déjà parce que c'est facile à faire, en tout cas plus facile qu'avant. Parce que maintenant, il existe plein de sites qui fonctionnent comme des moteurs de recherche d'images ou d'extraits de films. Il y a Shotdeck, qui est connu, Filmgrab ou Flim.ai, que j'ai utilisé personnellement, parce qu'il est en partie gratuit. Évidemment, si vous vous chauffez comme moi et que vous décidez d'utiliser des images de films des années 1910, 20, 30, vous allez galérer à trouver des indexations numériques. Mais pour des médias plus récents, vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut facilement. Et cette partie de recherche, elle est super stimulante parce qu'elle va bien aiguiser votre culture de l'image. En fonction de ce que vous voudrez raconter dans votre film, vous découvrirez des milliards de façons différentes de l'illustrer. Et appréhender chaque subjectivité, chaque valeur de plan, chaque couleur, ça va quelque part vous faire prendre conscience de l'éventail de possibilités qu'on a lorsqu'on décide de mettre en scène un film. Et puis, tout simplement, vous allez découvrir des films que vous ne connaissiez pas, mais qui, par un plan, vont vous accrocher l'œil. Tout ça, j'en suis convaincu,
contribue à faire mûrir notre identité en tant que futur et étincelant cinéaste. À titre d'exemple, il y a un cinéaste très connu qui a amorcé sa carrière en réalisant plusieurs films de genre, c'est Michel Hazanavicius. Avec Dominique Mézret, ils ont créé 3 films de détournement pour Canal+, c'était dans les années 90, dont un qui s'appelle La classe américaine. Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Peut-être que vous le connaissez, c'est une comédie qui est devenue assez culte avec le temps et qui emprunte tout un tas d'extraits de vieux films de la Warner. Et quand Hazanavicius reparle aujourd'hui de ce projet, il insiste sur l'impact de cette création, sur son style en tant que metteur en scène. Je vois que ma manière de travailler, ma manière d'aborder le jeu, ma manière d'aborder l'écriture, ma manière d'aborder le filmage même, tout vient pour moi de la classe américaine. Donc allez-y, testez l'expérience. Et finalement, on peut se dire qu'on n'est pas obligé de passer par des IA de génération d'images qui se gavent de millions de propositions artistiques originales pour à la fin régurgiter des images impersonnelles. Il existe encore d'autres moyens de bricoler des films sans rien filmer. Bisous.